Salut, on se retrouve aujourd'hui. Là, je fais le tour de quelques parcelles avant de partir 2-3 jours avec des collègues pour des journées spéciales agriculture. On se retrouve entre asséistes tous les ans. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, on se retrouve. Je vous fais le point un peu sur les maïs. Euh, pour rappel, c'est des semis du 17, entre le 17 et le 20 avril. Donc, semé assez tôt par rapport à beaucoup de parcelles. Ça a végété, ça a peut-être mis un mois à vraiment sortir, ainsi de suite. Euh, on a eu pas mal de pluie, on a eu 220 mm sur le SMI. Là, on a eu 30-40 mm fin de semaine dernière, ils en annoncent encore pas mal. Les chaleurs arrivent tout doucement, c'est assez timide, vous voyez, j'arrive encore à être... Bon, je reste encore le rouler très, très longtemps aussi. Moi, je pourrais être en polo là, mais je transpire pas non plus, vous voyez. Euh, il fait combien? Moi, il fait 23 peut-être. Les températures devraient continuer à augmenter. Donc, je fais le tour. Alors, j'ai un bon élément de comparaison, c'est qu'à côté, on a du maïs en bio, on voit à peu près, on voit pas très bien qui est derrière, qui lui, en modalité classique, labour, herse rotative, binage. Le binage a fait beaucoup de bien d'ailleurs par rapport aux quantités d'eau qui s'est pris. Donc, ça permet de voir un peu les différences de comparaison. Selon les itinéraires techniques, je vais vous montrer deux maïs différents. Ici, c'est un précédent double couvert. Et on va regarder le précédent blé non conservé et on va regarder un peu la partie variétale fertile. Allez, c'est parti. Dans cette parcelle-là, on va l'appeler parcelle numéro 2. En précédent double couvert, tout le centre est en semi-direct. Les 30 mètres autour sont en strip-till. Vous savez, c'est même une des premières fois j'ai dû faire un double passage de strip-till dans cette parcelle-là où j'étais un peu plus impatient, c'est-à-dire la majorité du strip-till était à fort bonne condition. Et là, il y avait 2-3 hectares. C'était un chouïa humide, donc ça fait des petites mottes et qui avaient durci trop rapidement. Et donc le rendu du SMI n'était pas qualitatif, donc j'étais revenu passer un deuxième passage. Donc ça, c'était bien une erreur d'impatience, mais je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc il y a ces deux modalités. Il y en a une troisième qui n'a rien à voir. En bas, il y a eu deux passages de vibro directement. Pourquoi ça? Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'eau a dormi pendant très longtemps ici. En structure, la structure de surface, c'était quand même, ça n'a pas vraiment abîmé la structure ou autre, mais je voulais pas ressortir, atteler le strip till pour faire très très peu. C'est quoi? C'est 30 arts peut-être. Alors que le vibro était attelé pour la partie en bio. Donc le frangin a fait deux passages assez rapides et a semé à la suite cette zone-là, donc qui était fortement inondée. Peu importe. Donc, on revient sur la partie strip-till. La quantité de débris au sol varie selon la réussite du couvert. Ligne dégagée. Pour rappel, il y avait un herbicide au semis, un équivalent de Daco tapé. Et ici, il y a eu un passage après de demi-dose de Casper et de Nico sulfuron. Il n'y a pas eu de mésotrione. C'est des parcelles avec des historiques un peu chargés, avec un peu d'ambroisie. Donc j'ai pas voulu, je les ai pas laissés se développer. Et j'avais un tout petit peu de régras qui arrivait un peu sur le bord de la parcelle en rentrant ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait un passage spécifique Nico-sulfuron dans cette parcelle-là. Dans l'autre parcelle, on verra, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là aujourd'hui, ça nous fait des champs qui sont très propres. Voilà. Il y avait de la fertie au semis, NP. En niveau régularité sur la partie strip-till, alors c'est correct. Enfin correct, c'est pas mal pour l'année pour être honnête. Même parce que je fais pas mal de vélo dans la campagne, ainsi de suite. Et cette année, la réussite des cultures de printemps est très très compliquée. Ça va de tous les stades. Ça va de 8-10 feuilles à champ pas encore labouré. Et toutes les parcelles un peu en TCS, on voit que les cultures, il y a des grandes décolorations du maïs selon les zones où il y a eu de la compaction de par les passages de tracteurs ou d'outils. Donc c'est très compliqué d'avoir des champs assez réguliers cette année. La parcelle derrière en bio, on est assez content. Elle est pas mal. C'était un deuxième maïs avec un couvert haute densité en février, mais bon, c'est pas la question. Donc là, c'est correct. Rappel, la densité, c'est 50 000 pieds. Le tour de la parcelle de mémoire ici, ça doit être du Pionnier, du P9300. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il reste peut-être une ou deux touffes de blé, peut-être. Mais voilà, il n'y a rien de dramatique. Et on se retrouve à côté, on se retrouve dans la bande à côté, en SD.
Bon, il y a des essais, des zones en surdensité, je faisais des essais équipements semoir, je partais, je revenais, j'allais à l'atelier et ainsi de suite. Donc là, on retrouve, vous voyez, une couverture du sol un peu différente, avec un sol plus couvert, plus protégé ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais là c'est la prise de vue sur la partie striptile. On voit que la terre était battue sur la ligne. Ici, c'est pas du tout le cas. On a une belle structure de surface partout. Et les vers de terre, si on gratte un tout petit peu, sont même à fleur de sol. Voilà, la structure est mieux conservée, mais je trouve que la dynamique de pousse est inférieure pour l'instant. La dynamique extérieure, alors niveau racinaire, je ne sais pas. Et en régularité, on est un peu moins bon. Alors pour rappel, c'est un NG+, où j'ai juste rajouté une dent et des roues squelettes Schlegel derrière. Donc à mon avis, il y aura un effort à faire dans le futur si je veux faire plus de modalités comme ça sur l'équipement du semoir. On voit, si on regarde de manière globale ici, honnêtement pour moi c'est juste moyen cette partie-là. Avec ce précédent-là, on le verra avec l'autre précédent où le résultat est assez différent selon la parcelle. Ici, je pense qu'on était bien assez humide. Quand ça a été semé, on aurait été peut-être gagnant à attendre que ça réchouille encore un peu plus par rapport à l'autre parcelle. On voit qu'il y a des irrégularités avec des pieds, il y a un ou deux trous. Et vous voyez, avec des petits pieds qui sont comme ça, ici, là. Ici, tout ça, c'est des pieds qui perdent au moins 40-60% de rendement, voire beaucoup plus pour des pieds comme ça. Ça, c'est peut-être des attaques d'insectes plutôt que des déplacements de graines. Donc là, on est toujours sur la variété pionnière. Au niveau ensalissement, par contre, pareil, là, ici, c'est nickel. Alors, pour être honnête, au niveau des herbages, il fallait surtout faire les tours par où on rentre avec la batteuse. Ici, il n'y avait pas beaucoup de choses à désherber. Est-ce qu'on peut arracher un pied de maïs pour voir? Non, j'y arrive pas. On va regarder à côté une autre variété avec un rendu assez différent. Donc on travaille beaucoup avec du pionnier historiquement sur du maïs localement ici. On a la partie conseil en plus. J'ai voulu réessayer du décassé. Donc du décalbe. Pourquoi? On est dans des terres avec des réserves utiles assez faibles, entre 40 et 60 mm. Donc souvent ça fait des maïs. Si on se met un peu épais, genre dans les 75 000 pieds, et qu'on se paye un été sec, on pouvait descendre à 30-35 quintaux. Voilà. Et en semant plus clair, en moyenne à 50-55 000 pieds, on assure un rendement minimum supérieur, des charges inférieures. On y perd peut-être une année sur 10 ou 2 années sur 10, mais même pas sûr. Pour être honnête, on peut arriver à faire quand même du 70-80 quintaux avec ce nombre de pieds-là. Mais tout ça pour dire que dans les collègues, j'ai entendu dire souvent que la partie des calbes en conditions sécheresse assez importantes s'en sortait un peu mieux, avait un style green un peu plus important. Donc j'ai voulu essayer. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est une différence sur la vigueur de départ. Pour l'instant, la partie sécheresse, on n'y est pas du tout. Je me fais attaquer par des bestioles. Là, on est plutôt en état hydrique assez important. Donc là, l'eau n'est pas facteur limitant, c'est plutôt le manque de temps. On va le voir là. Mais le décalbe a un comportement honnêtement pas super. Il marque... faut que je regarde. J'en ai 600 fertiles. Il doit pas être là, il doit être après l'autre jalon. Donc normalement, on a un temps fertile localisé quand même. On dirait qu'il y a eu des carences induites en phosphore plus importantes. Il est moins régulier et légèrement décoloré au cœur. Alors, est-ce que j'ai oublié de mettre le zinc, honnêtement, j'avoue, avec la fertile localisée. Mais le pionnier n'a pas marqué, mais le décalbe beaucoup plus. Et honnêtement, là, dans cette parcelle, on voit la différence de variété, même s'il n'y avait pas les jalons. Le maïs, c'est une couleur qui me plaît moyen, honnêtement. Les vieilles feuilles sont un peu plus foncées. Les vieilles feuilles sont un peu plus foncées et les jeunes feuilles sont vraiment claires, beaucoup plus claires. Alors chez nous, le manganèse en excès dans les sols. Les sols sont pas soufflés. Il y a eu de la magnésie, il y en a eu avec la késérite, de soufre donc avec. Et ça pourrait être également le zinc sinon. Propreté, pardon, c'est toujours bon, pas de souci. Mais voilà, là honnêtement, niveau régularité, pour moi, on est dans la limite basse de ce que j'accepte. Alors je sais que pour une année comme ça, il faut être un peu plus tolérant, mais le but est d'apprendre pour les années futures.
Bon, pour cette parcelle numéro 2, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je ferai le suivi, on verra quand il fera un peu plus chaud, si le décalme arrive à compenser et comment ça arrive en s'approchant de la floraison par rapport aux pionnières. On va aller jeter un petit coup d'œil dans la parcelle qui est la plus grande d'ailleurs, avec un précédent différent et un comportement assez différent. D'ailleurs, on voit beaucoup moins la différence SD, striptil et variété, quasiment tout au même niveau. La seule chose qui marque la différence, c'est une parcelle historiquement très compliquée avec des zones très très mauvaises de terre au milieu pendant plusieurs années où je récoltais quasiment rien. Donc là, le maïs accuse le coup aussi un peu ici. Donc c'est plutôt les veines de terre qu'on voit que le reste. La partie, j'ai un témoin sans fertile de quelques allers-retours parce que, alors c'était pas voulu, j'avais la vanne qui était basculée sur l'eau de rinçage plutôt que l'engrais quand j'ai commencé à semer. Donc on voit légèrement la partie sans fertile. Pour la partie phosphore, on voit le tour des feuilles et sur le tour des feuilles. Honnêtement, c'est pas du tout dramatique. Et enfin bref, on va aller voir ça, on en parlera dans le champ. Salut, on se retrouve. Pourquoi je dis salut? C'est notre prise de vue, pardon. On se retrouve dans la parcelle, on va appeler parcelle numéro 1. C'est celle qui était en précédent blé non conservé. Et on va regarder cette bande où je suis venu spécialement la semaine dernière pour essayer de faire quelque chose. J'ai la bineuse qui était attelée, je venais de biner tous les blés bio. Et donc j'ai essayé de faire un binage dans les blés en conventionnel. J'ai surtout fait, bon, comme ça rentrait pas assez de manière régulière, c'était trop sec en surface, je me suis arrêté là, mais j'ai fait la première bande qui fait la limite tour et chinte pour faire sauter tous les pieds, tous les croisements de rangs, parce que la surdensité est une perte de rendement en réserve utile limitante, donc j'ai fait ce passage-là. Alors en fait, la bineuse rentrait bien là où la terre était normale, la bonne, et dès que j'étais dans les zones, on va dire, de terre moyenne, mauvaise, à racler le sol. Donc je trouvais que c'était pas du super boulot, et pour le coup, chez nous, quand on fait ça, c'est qu'on est en conditions très usantes, donc on a usé très très fort. Donc ça a mis un tout petit peu de terre fine. Je voulais observer si on allait avoir une dynamique différente sur la culture, parce que ça peut être, c'est quelque chose auquel je me ferme pas. J'ai déjà fait du binage dans des tournesols, même fait au striptil par le passé, s'il y avait besoin, s'il restait quelques touffes de raigrats. Voilà. On voit la bande est plus verte là que là, mais c'était le cas avant le binage. Est-ce que c'est lié au précédent ou autre? Voilà. Pourquoi je m'étais posé cette question, c'est que si j'avais pu tout biner la semaine dernière, honnêtement, je n'aurais fait aucun passage d'herbicide en foliaire en cours de végétation, puisque comme on va le voir, c'est très très propre. Économiquement, on va dire, c'est pas vraiment rentable de venir faire une intervention. Mis à part pour les quelques lampourdes que j'ai vues qui étaient en train d'arriver et quelques petites ambroisies qu'on a amenées nous-mêmes avec la batteuse. Alors une parcelle comme ça, pour le coup, est très hétérogène. On va avoir des zones relativement jolies comme ça. Donc on est quasiment à la même date que l'autre parcelle de tout à l'heure, vous voyez, donc avec un stade de maïs qui est assez différent. Donc c'est le précédent est joue. Et après, on a des zones en bas où c'est noyé. Partout ici, là, c'est des zones où on n'avait pas de blé, de zones de terre assez mauvaises, où pendant des années, je ramassais pas grand-chose. Mais dans tous les cas, c'est assez propre. On va regarder ce que ça donne. Donc là, c'était les zones sans blé du tout. Donc là, on a quand même du maïs. Alors, il est moins avancé que dans le reste de la parcelle, mais ça reste quand même correct. Oui, regardez. Donc ça, c'est les animaux qui nous amènent ça, parce que ça s'accroche à leur pelage. Et ici, c'est très visité par les cervidés. Il y a des cerfs, des biches et des sangliers, donc, qui ne sont pas des cervidés, mais ils sont assez présents. Donc j'ai fait une intervention Mesotrione plus Casper pour ça et les quelques ambroisies, parce que l'air de rien, j'ai parcouru tout le champ à pied pour prendre ma décision. Pendant longtemps, je me suis dit ça vaut pas le coup. Et à la bineuse, ça avait du mal à les... Comme c'était trop sec, ça avait du mal à rentrer. L'air de rien, mais j'en ai vu un peu partout dans la parcelle. Je crois que la lampourde, faut vraiment pas prendre ça à la légère. Donc c'est la première fois que j'en vois dans les champs. Donc j'ai
déclenché l'intervention phyto pour ça et pour les ambroisies. Et il y a une photo où je montrais au même endroit, il y a ambroisie, datura et l'ampoule. Donc là, j'ai dit bon, pas forcément beaucoup, mais c'est présent. Donc, en structure de surface, vous voyez, on est correct. Alors là, il n'y a pas de débris végétaux, il y a très peu de débris végétaux en surface, puisque avant le blé, c'était un colza. Donc on n'a pas conservé le blé avait été semé avec un sous-marin radon. Et ben l'activité biologique plus la quantité d'eau a fait que ben, tous les débris végétaux ont été consommés. Vous voyez par rapport à la parcelle de tout à l'heure, la parcelle numéro 2 où il y avait un couvert, le sol était beaucoup plus couvert et donc pour le coup par contre l'activité biologique va être plus prolongée dans l'autre avec une couverture du sol, alors qu'ici, ici en plus c'est beaucoup plus sableux, donc la structure de surface peut se refermer beaucoup plus rapidement ici. Là, on va aller voir la modalité, donc une bonne partie de la parcelle est faite avec le strip till et ensuite il y a une bande en semi-direct au milieu. On va aller voir ça. Donc vous voyez pourquoi j'ai déclenché. Donc ça c'est de l'ambroisie et vous voyez c'est pas pour rien. Elle est principalement localisée autour des pieds de maïs. Si elle est là, en fait c'est le passage de la dent. C'est vraiment le fait d'être venu faire du travail du sol avec le strip till qui m'a fait délever. J'essayerai pendant le montage de mettre des photos de mes tournesols, les tournesols faits avec le strip till dans des anciens champs en bio. Vous verrez normalement, on voit bien l'ambroisie qui est sur le rang avec le passage de strip till. Sur l'inter-rang, il y a peut-être 90% de levée en moins. Vous voyez des lampourdes, là j'en vois encore. Je ne les ai pas toutes vues l'autre jour. Donc, allez, on va continuer à marcher. Zone où on peut avoir comparé strip till et semi-direct. Au croisement des modalités, à gauche strip till, à droite semi-direct. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident à voir la différence visuelle si on regarde juste l'inter-rang. Alors ici, c'est une zone sans fertile. On le voit d'ailleurs, les pieds, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai fertilisé avec de l'eau, donc l'effet placebo n'a pas marché hein, sur le maïs, c'est marrant. Et ici, donc là c'est strip till, donc la fertile a bien été mélangée dans la ligne de semis. Et ici, il n'y en a pas. On va aller voir la zone où il y avait la fertile. En plus, j'ai des rangs avec le mauvais réglage de densité. Vous voyez ici, j'ai pas fait gaffe quand j'ai attaqué, c'était réglage 95 ou 100 000 pieds. J'ai mal lu les pignons sur la boîte à vitesse. Là, on est toujours dans la modalité semi-direct. Le jalon doit être... je le vois plus trop au milieu là. Il est au bout. Donc vous voyez, niveau régularité ici, on est pas mal avec ce type de précédent. Donc ça, on pourrait dire un précédent sans couvert ou couvert détruit tôt, au mois de février. Et juste la partie strip till est juste derrière. Vous voyez, on voit assez peu la différence. Alors c'est vraiment la nature du sol qui marque ici, plutôt que la façon culturelle. Partout ici, c'est des zones, on va dire, assez mauvaises. Bon, je vais essayer de zoomer un peu. J'espère que je vais réussir à rattraper le bruit de la 2x2, c'est le défaut de cette parcelle, à faire les prises de vue là, mais bon. C'est une parcelle assez emblématique, puisqu'elle fait partie de mes plus compliquées, c'est là qu'on voit les différences. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de maïs, c'est beaucoup plus petit. Donc tout ça, c'est des zones où je viens concentrer après la moisson du déchet vert pour essayer de remonter de manière locale le taux de matière organique. Donc niveau propreté, vous voyez, c'est des champs où il n'y avait pas grand chose, il y avait juste, on avait juste 2-3 adventistes comme ça qui se battaient en duel. Donc un binage pour moi aurait été tout à fait pertinent pour essayer de faire un itinéraire un peu éco en herbicide et en phyto. Pour le coup, si les conditions avaient été bonnes pour le binage à l'époque du désherbage, je serais resté avec l'équivalent, je crois, d'1,5 litre de Dacotapé, comme ça le désherbage sur la culture. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai quand même fait mon passage à demi-dose de Casper et 0,5
de mésotrione. Bon, on dirait que c'est pas un coût très important, mais je suis peut-être même plus cher, peut-être moins cher en phyto qu'en binage d'ailleurs, mais bon. Donc là, on va continuer à marcher un peu. On devrait tomber sur la modalité strip-till. Là, on doit y être d'ailleurs. On doit y être. Ouais, vous voyez, il y a une petite cassure là. Ici, tout de suite, c'était moins bon. Je crois que c'était un problème de réglage du guidage. Calage de ligne, je crois qu'ici, c'était semé pas correctement. Peut-être la fertille, il y a un truc. Donc là, on est bien sur la modalité strip-till. Type de sol ici normal. Vous voyez, c'est tout à fait. Il n'y a pas de différence énorme entre la partie semi-direct et strip-till à partir du moment où rien du tout d'ailleurs. En théorie, là, j'ai plus d'intervention à faire. Le seul désherbage en végétation, normalement, a été fait. Vous voyez, encore de la lampourde, mais plus que ce que je croyais. Toute l'azote est soldée, la fertille soufrée est faite, la magnésie, le désherbage. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose impressionnant en fait. Donc j'ai pas grand-chose, j'ai pas d'autres interventions. Je sais que dans les maïs, sinon, après on peut faire un binage limite passage tracteur selon les conditions météo. Lampourde, bon, j'arrête de vous dire montrer tout le long. Regardez, j'en avais jamais vu dans les champs. Donc ça à suivre. Je sais pas si elles vont mourir ou pas. À ce stade-là, elles ont l'air quand même un peu mal en point, mais ce sera quand même, vous voyez, c'est un point de vigilance. Bon voilà, on a fait le tour rapide des deux parcelles. Le but n'est pas d'y passer une demi-heure pour ça. Là, on arrive à peu près au stade d'e-feuille. C'est de faire un peu un point sur les deux, sur les différentes façons de faire, selon les précédents aussi, et mes observations et ce que j'en pense. Donc il y a plusieurs trucs qui se dégagent. Au niveau variétal, on voit deux choses différentes. Alors dans cette parcelle ici, il y a assez peu de différences variétales. Dans celle-là, il y a du pionnier et du déca. Et je vois pas de différence. Donc j'ai envie de dire, quand tout va bien, tout le monde s'en sort bien. Là, sur la partie semi-direct, strip-till, la différence, enfin semi-direct dans l'autre parcelle, en modalité moins poussant, parce que sol plus humide, moins chaud, on voit que le DK a plus de soucis. J'ai eu les deux mêmes observations chez deux autres collègues, je crois en Charente et en Alsace. Donc en Charente, qui est le même département que moi, en Alsace pas du tout, mais à peu près les mêmes différences entre du décalbe et du pionnier. Mais là ici, quand tout va bien, tout va bien. Donc j'ai cette différence-là, variété, on verra. C'est pas du tout une conclusion comme quoi il ne faut pas que je fasse de décalbe. On verra surtout à la moisson, selon la carte de rendement, ce que ça va nous donner, mais selon l'année, enfin selon comment on décide de travailler, ça peut être comme un élément à prendre en compte. L'aspect ensalissement, je suis relativement content dans les deux cas, pour être honnête. Il n'y a aucun souci à gérer l'enherbement qui est relativement faible. Le but du maïs, c'est aussi de travailler une itinéraire technique éco qui viendra en frontal avec du tournesol. Qui est une culture, on sait tous, qui est assez stressante à réussir. Beaucoup de dégâts, surveillance à la levée, une très mauvaise compensation. Et moi, ce que je vois, il y a deux choses qui me plaisent pas trop dans mon système. Un, c'est le manque de couverture du sol assez rapide du tournesol en fin de cycle et une fois qu'il est moissonné, c'est-à-dire que les UV viennent toucher le sol assez rapidement. Et il y a peu de matière qui retourne au sol après la moisson et donc qui occupe le sol pendant toute la première phase hivernale du blé. Ça m'embête un peu. Et au niveau de la rotation des matières actives, qui est vraiment un sujet à prendre en compte pour moi, avec la réduction du nombre de matières actives qui va continuer en augmentant. Le tournesol aujourd'hui désherbé avec de la Pendy et des MTA, et après du tribénuron en plein et pour les antidicotes. Alors je fais très peu d'antigraminées, c'est très rare que j'ai besoin de faire d'antigraminées dans les tournesols, mais s'il y a besoin, c'est en homologué. De toute façon, on n'a plus que le Stratos. Avant, il y avait
la clétodime. Donc tout ça, c'est des matières actives qui peuvent être utilisées aussi dans du colza. Donc ça fait au niveau rotation des matières actives, c'est pas super. Alors la PENDI, je ne l'utilise pas dans les céréales ni dans pour l'instant ni dans le colza, donc c'est presque pas très grave. Voilà. Le tribénuron, même famille que l'allier, même mode d'action. J'ai une grosse charge ambroisie d'origine. Est-ce qu'il commence à avoir une certaine accoutumance, résistance aux deux ambroisies à ces formes de sulfo? Je sais pas. Mais je vois qu'au niveau de la rotation, ça fait que sur 4 années, j'en utilise 3 fois. C'est quand même pas super. Donc deuxième point avec le maïs, c'était la partie rotation des matières actives. Là, on peut venir désherber avec d'autres matières actives. Il y en a même sûrement que je ne connais pas encore. Vous voyez, j'ai fait des MTA donc, que je n'utilise pas, donc il y a PENDI. Mais il y a d'autres produits qui existent que je n'ai pas, même pas les noms de matières actives en tête, mais je préfère une autre rotation de ce point de vue-là. Après, on peut faire du dicamba, du prosulfuron, de nicosulfuron, de la mésotrione. La mésotrione, je n'utilise pas dans le tournesol, dans le colza. Je sais que certains l'utilisent, mais c'est souvent travail du sol. En SD, il n'y a pas du tout de soucis de sang vétérinaire. Donc d'ailleurs là, ce que j'utilise ici, c'est un bidon de mésotrione qui commence à être vraiment vieux. Bon, apparemment, ça a quand même fait effet, mais c'est un bidon qui avait plus de 7-8 ans, quoi, 7 ans. Voilà, donc rotation des matières actives en plus. Donc on va voir l'itinéraire technique éco. Le but, c'est de raisonner au maximum, d'arriver à aussi, moi, améliorer la partie fertile, localisée, peut-être venir faire comme avec du complet, soit avec le strip-till, soit au moment du passage du semoir. Je ne sais pas encore comment je vais faire évoluer mon semoir monogramme. Bon, économiquement, c'est pas prévu à très court terme. Le strip-till un peu plus, puisqu'il sert aussi pas mal pour le colza et donc pour les cultures de printemps. Donc je passerai bien en 8 rangs avec une telle distribution pour pouvoir mettre du solide en plus, pour la place surtout du liquide pour avoir une amplitude plus large de fertilisant que je peux appliquer. Voilà, bon, on continuera le suivi plus tard. Allez, salut, les moissons approchent pour certains. Je crois qu'en Charente, il y a eu de l'orge de couper semaine dernière pour les semis d'octobre, donc ça devrait pas tarder à approcher chez nous. Salut les gars.